Je retrouve Bernard Baudouin, mais alors dans un autre endroit, mais c'est toujours au même endroit. Enfin, Exactement. Voilà, je vais être encore plus simple que ça. C'est chez vous. Voilà, tout à fait. Mais dans un autre lieu. Exactement. C'est le cabinet. C'est un endroit où effectivement je reçois des gens. Oui, tout à fait. Oui. Comme Yann-Éric, là, présentement. Voilà, exactement. Mais vous les recevez pour des interviews ou Non, pour des stages, pour des consultations, pour l'écriture automatique, enfin voilà quoi. Bernard Baudouin, plus de 112 livres, que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a de ça 2 ans maintenant. Oui, ça passe vite. Comme le temps passe. Vous êtes, alors première question, hein. Vous êtes rue des Cahuètes. C'est quoi des Cahuètes? En fait, il y avait des carrières en haut de la rue, en fait, et il y a toute une population italienne, polonaise, tout ça, qui sont venus travailler dans ces carrières, et donc il y a eu une déformation de carrières, de cahutes et toutes ces choses-là, puisque ces gens-là avaient habité dans des conditions un petit peu difficiles et tout ça, donc c'est resté, en fait, c'est la rue qui montait. Je croyais qu'ils prenaient des cacahuètes, moi. Non, pas vraiment. D'accord, c'est la plaisanterie habituellement, on dit rue des cacahuètes, enfin voilà. J'espère qu'on va pas vous les briser. Ça va être passionnant cet entretien. Je dois même dire que Bernard est fabuleux. Bon, on n'en doute pas un seul instant, mais on devait se voir il y a de ça 1 an. Et puis, quasiment au dernier moment, il m'appelle en disant « Je suis désolé, il y a un chat de la voisine qui est malade, il faut que je m'en occupe, je dois partir voir le vétérinaire avec lui, tant pis, on se voit pas. » Donc, il a annulé une présence et une interview passionnante de Yann-Éric juste pour un petit chat, et ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment, voilà, je trouvais ça très très bien. D'autres, comme Jean Prieur, l'auraient mal pris, comme « Oh, vous annulez pour un animal !» Quand il s'agit éventuellement de sauver une vie, c'est important, non? Oui, et ça, mais alors... Que ce soit un chat, une araignée, une mouche, ou vous, ça peut être... Voilà, c'est... Donc, je vous félicite, parce qu'effectivement, il y a des priorités, et des priorités à la vie. Oui, puis une interview, bon, on peut toujours la refaire. Hein, bah oui, pas de souci. Puis parler de soi, bon, on a toujours l'habitude de le faire. Voilà, tout à fait. Parler de soi, parler de vous. Il y a un des livres que vous avez eu la bonté de m'envoyer aux éditions Ambre, le Silence. Et on comprend avec ce livre que le silence est important. C'est pour cela que je vous écoute dans un silence religieux, quasiment. Bah, je serais tenté de vous dire, j'ai rien à vous dire, quoi, puisque c'est le silence. Mais oui, ça m'a paru intéressant de travailler sur ce sujet, parce que, ayant beaucoup travaillé sur la spiritualité à un certain niveau, spirituelle non forcément religieuse, le silence, il jalonne complètement tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est et tout ce qu'on dit. Entre les mots, il y a du silence. Dans nos pensées, c'est le silence. Et puis après, on peut décliner. Il y a les bons, les mauvais silences. Et c'est quelque chose qui est complètement à l'intérieur de nous, quoi. Je veux dire, à chaque fois qu'on rentre, qu'on est isolé, qu'on n'est pas en contact avec quelqu'un, on est dans une portion de silence. Donc, il est aussi important que tous nos mots, que tous nos actes. Donc, j'ai voulu écrire sur ce sujet. Et c'est aussi une manière de se ressourcer, de faire silence. C'est quelque chose qui est très important. Et c'est pas un hasard si tous les grands penseurs, les grands philosophes en ont parlé, quoi, à leur manière. On touche à la méditation, sans le dire. Oui, tout à fait. Ça va même plus loin que la méditation, parce que la méditation, c'est effectivement d'arrêter le flot des pensées pour être fixé uniquement sur une seule chose. Et le silence, c'est la manière de revenir à l'intérieur de soi et de donner du temps au temps avant de vivre à l'extérieur, avant de dire des choses, avant de penser. Et quand on écrit, entre chaque mot, il y a du silence. Quand on parle, il y a toujours un très petite, infime portion de silence. Donc ça me semblait intéressant, après les travaux que j'ai faits sur l'âme, sur la spiritualité, d'aborder ce sujet, quoi. Et quand on pose une question embarrassante, si un silence, c'est une réponse. Tout à fait. Alors il y a les bons silences, les mauvais silences. Il y a les silences qui sont contraints, qui nous contraignent. C'est-à-dire, et puis il y a les silences qui sont des échappatoires aussi. Hein. Je veux dire, quand on ne répond pas, quand on ne veut pas répondre, tous les non-dits sont des silences qui sont compliqués. Et puis il y a le silence du ressourcement spirituel, où là, effectivement, il est très bénéfique et il est générateur de choses très intéressantes, quoi. Oui. J'ai essayé de faire silence. Je reprends déjà le micro. Enfin, c'est vrai qu'en radio ou en télé, on peut pas vraiment faire silence. Le boulot, c'est quand même d'enquiller. On est bien d'accord, mais c'est quand même important à un moment donné d'en parler. D'en parler. Je veux dire, on a plaisanté quand on a su que j'écrivais cet ouvrage sur le fait que, bon, moi je suis un homme de mots depuis très longtemps et commencer à parler sur le lien, c'était un petit peu ambigu. Or, c'est quelque chose qui est complètement permanent de notre trajectoire. Donc, ça méritait de faire un petit livre sur le silence. Mais un gros livre même. Enfin, pas au niveau de l'intérêt. Ouais, dans le silence,
Moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. Hein. Alors, couper le portable, éteindre l'ordinateur, éteindre la télé, déjà, c'est déjà une bonne partie de silence il y a plein de manières. D'ailleurs, à la suite de cet ouvrage, j'ai proposé effectivement des stages de silence, en fait, d'1 jour, 2 jours ou 3 jours, et quelquefois même de 6 jours, où effectivement, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de portable. Et c'est intéressant parce que ça ressource pas mal et ça interpelle beaucoup les gens sur ce besoin de communiquer, sur ce qu'ils y trouvent, sur comment ça les équilibre et toutes ces choses, quoi. Donc oui, d'accord. Mais bon, je veux bien faire un stage chez vous, mais si vous me faites un stage de silence, je vous assure qu'au bout de 3/4 d'heure, le véritable silence que j'arriverai à avoir, c'est en dormant. Et encore, je ronfle. Hein. Pour les autres, c'est pas pareil. Non, mais je vous le propose pas. Hein. Vous avez remarqué, je ne l'ai pas proposé non plus. Hein. Je me connais un peu, donc. Je me connais un peu aussi. Et alors, je sais que si on me demande de faire silence, ou même si on me demande de faire méditation, j'arrive très rapidement à un niveau transcendantal, tout à fait d'accord, pour plonger dans le sommeil. Mais le problème du silence, c'est que c'est pas arrêter de parler. Je veux dire, c'est pas uniquement, c'est comme quand on parle de manger, quand on dit les gens qui arrêtent de manger, qui sont du pranisme, par exemple. Je veux dire, c'est pas arrêter de manger, c'est manger différemment, c'est prendre de l'énergie différemment. Et le silence, c'est pas tout arrêter brusquement, il y a plus rien, c'est le vide, c'est pas ça du tout, hein. C'est pas le néant, c'est pas le néant de la parole, c'est pas toutes ces choses-là. C'est pas la mort. Pas du tout. De toute façon, la mort, bon, moi j'ai beaucoup écrit dessus, bon, faut en finir avec cette histoire de mort. Et donc du coup, c'est donner un autre sens, au silence. D'autre présence au silence. Tout à fait. Et ça donne un autre sens aux mots qui sortent de notre silence, dans ce qu'on transmet aussi, quoi. Mais oui, quand on écoute Bernard Baudouin, eh bien, une fois qu'il a fini de parler, le silence qui est derrière ses paroles sont toujours d'or aussi, oui, parce que voilà, ça résonne dans la pièce. Enfin, c'est ce qu'on dit des grandes œuvres lyriques, hein, et classiques. Mais pour ce que vous dites aussi sûrement pendant les stages. Il n'empêche que moi, je n'ai pas de silence, il y a en moi aussi tous mes organes internes qui font du bruit. Si vraiment je suis dans le silence absolu, je ne vois pas où on peut le trouver. J'ai même ouï dire que le silence absolu rend fou. Oui, alors ça peut être effectivement, il y a des conditions. On a mis dans certaines expériences des personnes dans des pièces avec un vide absolu et tout ça. Effectivement, il y a une perte totale de repères, de rapports et toutes ces choses-là. C'est pas ça ce dont je parle. Ce dont je parle, c'est effectivement le sous-titre, c'est pour retrouver sa liberté et une authentique voie de réalisation de soi. Donc c'est en fait simplement comprendre comment on fonctionne et comment ça peut générer des choses positives, nous aider à nous régénérer et aussi prendre du recul par rapport à toutes les choses qui nous appartiennent pas et qui nous embrouillent l'esprit, quoi. Le silence aux éditions Ambre par Bernard Baudouin. Il y a aussi Le Voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation aux éditions Granger, excusez-moi monsieur Granger, ce qui fait suite à l'interview, à la discussion que nous avions eue parmi les multiples livres. On avait parlé de ces histoires d'incarnation de l'âme. Vous savez que je suis anti-réincarnation, que je suis barré là-dessus, que je veux pas qu'on entende parler, etc. C'est pas grave, et là, il y a la suite, si je puis dire. Tout à fait. C'est justement la suite, parce que j'avais écrit cet ouvrage sur ce qui se passe quand effectivement on quitte le corps et quand on entre dans l'univers spirituel, hein, je veux dire, le voyage de l'âme après la mort physique, et puis bon, avec tout ce qui se passe, tous les enseignements qu'on peut recevoir dans cette autre dimension, et je me suis dit, je peux pas laisser les gens là, parce qu'après, bien évidemment, si on adhère à ces thèses-là, il va y avoir une réincarnation, il va y avoir un nouveau corps et toutes ces choses-là, donc je devais écrire, donc je suis parti sur cet autre ouvrage, Le Voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation, pour expliquer aux gens comment ça se passe, comment ça se décide, et ce qui se passe, et après, comment dans cette nouvelle, dans ce nouveau corps, dans cette nouvelle trajectoire humaine, qu'est-ce qu'on fait avec cette âme, qui revient de zones universelles et spirituelles, et qu'est-ce qu'on en fait, et quels enseignements on en tire, et comment ça peut aider à aller comprendre comment ça fonctionne, comment ça peut aider à mieux le vivre et à trouver le sens à cette existence, quoi. Dans le concept réincarnationniste. Oui, dans le concept, effectivement, où effectivement, l'âme, c'est quelque chose qui perdure de toute façon, et que vous perdez votre corps, mais
comme vous n'êtes que de l'énergie, on revient, on en avait parlé, de toute façon, l'énergie perdure et donc du coup, vous allez simplement prendre une nouvelle enveloppe physique. Voilà. Et comme on a déjà parlé dans l'entretien précédent, on ne va pas y replonger. Vous avez aussi dernièrement, avant qu'on se revoie aujourd'hui, édité entre autres un livre sur les Amérindiens aux éditions Utsika que j'ai sous les yeux, les plantes des Toltecs et des Amérindiens. Mais pourquoi je montre pas les livres, j'entends dans le fond de Landerneau, pourquoi je ne montre pas la couverture des livres de Bernard Baudouin? Parce que, je vous le dis rapidement, parce que sur YouTube, avant je montrais les livres, il y avait la couverture qui arrivait d'une façon magique, et YouTube pense que je fais du publi-reportage, que je suis payé pour montrer les livres et donc n'est pas d'accord. Donc je montre plus les livres, on en parle parce que ça me passionne, et je précise que je vous ai pas demandé d'argent pour parler de tout ça, comme à tous mes autres intervenants et toutes mes autres vidéos, c'est du gratuit 100%, mais je montre plus les couvertures parce que ça traumatise je ne sais qui, je ne sais quel robot sur YouTube. Bon, passons. Il n'empêche que je peux quand même vous dire que c'est aux éditions Rustica que vous avez dernièrement édité les plantes des Toltecs et des Amérindiens pour qu'on aille mieux et pour qu'on prenne conscience de la plante. Oui, tout à fait. Et puis c'est surtout, moi je suis très attaché au savoir des anciens. Hein, et donc du coup, là c'est pareil. Je veux dire, d'aller voir et comprendre. Il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes, beaucoup de choses qui ont été trouvées, qui ont été mises en œuvre par les anciens, et notamment les Amérindiens. Et donc, du coup, ça me semblait intéressant d'expliquer qu'effectivement, un certain nombre de plantes peuvent avoir un intérêt et à la fois cosmétique, et à la fois médicinal, et alimentaire aussi. Et spirituel. Tout à fait, exactement aussi. Hein. Et donc, moi, j'avais écrit un ouvrage sur l'argile, c'était pareil. C'était quelque chose dont on connaît les bienfaits depuis des millénaires. Sur le miel aussi. Et puis là, j'ai vu un livre sur la sagesse des anciens à l'usage du monde moderne. Et c'est pareil sur toutes ces inventions qu'on pense avoir nous créées. C'est-à-dire le pneumatique, le miel, le savon et toutes ces choses-là. Alors qu'en fait, ou les termes, alors qu'en fait, depuis des millénaires, on connaît ça, quoi. Ça existait déjà, c'est bien fait. Exactement. Mais c'est vrai que vous avez parlé des animaux guérisseurs, des maisons qui sont des maisons thérapie, du souffle, du QI, des guérisons, j'ai tout noté, et expliqué, et puis l'effet de la méditation pour que ça aille mieux. Mais vous êtes en pleine forme, alors. Oui, pourquoi quelle raison il pourrait y avoir de pas être en forme? Enfin, je sais pas. Vous avez, voilà, il suffit vous savez, on n'est que de l'énergie, donc il faut nourrir et alimenter cette énergie-là, et à partir de là, il n'y a pas de souci, quoi. Mais moi je veux bien, hein, ça fait pas de mal par où ça passe, de manger du miel, etc. Mais je mets à la place du petit jeune qui a un cancer et qui a 7 ans, il a rien fait de problématique, il s'est pas mis à boire, il a respiré la nature et il est quand même très malade. Et je vois pas comment les plantes ont pu l'aider. C'est la question. Alors il y a deux problématiques. Il y a une problématique en termes de traitement, effectivement, ce qu'on peut faire et quelle réponse peut apporter la médecine dite classique. Qui est notre référence officielle. Et puis il y a d'autres interrogations qui se posent, savoir pourquoi cette personne est malade aussi. La génétique. Il y a la génétique, mais il y a aussi, à partir du moment où on s'intéresse à l'âme, je veux dire, à quoi ça correspond, quel enseignement en tirer, qu'est-ce que ça veut dire. On tombe sur le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation, parce qu'il y a un plan prévu. Il y a ce qu'on appelle un mandat d'incarnation. Moi, j'ai un stage qui marche, dont les gens apprécient le contenu, qui est un stage sur la reconnexion avec son mandat d'incarnation, savoir pourquoi on est venu là, qu'est-ce qu'on est venu faire. Et il faut savoir qu'il y a des choses, effectivement, à vivre, et des choses à passer au travers, et quelquefois des choses qui sont effectivement difficile, parce que ce dont vous parlez, ce fameux enfant, il a une souffrance, il a une problématique physique qui va aussi sur une problématique morale, intellectuelle, il a une condamnation. Mentale, mais en plus, c'est que ça irradie aussi sur toutes les personnes et toutes les âmes qui l'entourent. Et donc du coup, là, ça prend un autre sens si on s'y intéresse, parce que du coup, c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que ça vient faire dans cet environnement-là. Alors après, en termes de traitement, effectivement, il y a les traitements qui sont classiques, qui sont traitements médicaux, chimio et toutes ces choses-là, sur lesquelles moi je reviens pas du tout. Mais il y a d'autres traitements maintenant aussi. Il y a des soins énergétiques, il y a des choses qu'on peut faire.
on connaît des gens, enfin moi je connais des gens aussi, qui étaient dits perdus pour la médecine et qui seront toujours vivants 30 ans après, quoi. Alors, Bernard, j'ai entendu ce discours 36 000 fois avec plein de guérisseurs. Bon, j'ai jamais eu le moindre témoignage écrit et j'ai jamais vu la personne qui s'en est sortie, moi. Ah bah moi je peux vous en présenter au moins une. Présentez-moi au moins une et que je fasse un entretien avec. En plus c'est moi qui suis intervenu. Alors, et j'en parle dans un de mes livres de toute façon, donc c'était vraiment très clair. Je veux dire, quelqu'un qui était perdu pour la médecine, cancer d'un testicule, après toute la chaîne ganglionnaire de prise et tout. On a fait intervenir ce qu'il devait intervenir. Cette personne-là, 35 ans après, elle est en pleine forme, quoi. Mais elle avait suivi aussi le protocole des médecins. Ah oui, bien sûr. Non, mais le problème, c'est que 2 mois après, il n'y avait plus rien, quoi. Oui, mais peut-être que c'est simplement les médicaments du médecin. Mais ça peut être un grand hasard, bien sûr. Non, mais... non, enfin, il y a plusieurs possibilités. Oui, non, mais... Bon, d'accord, Bernard, vous me présentez cette personne. Oui, elle est en province, mais enfin bon... Mais ça fait rien, j'aimerais bien qu'elle me dise exactement ce qui lui est arrivé, et avec quel docteur elle était suivie, cette personne, et qu'est-ce que vous avez fait? Parce que là, on reste dans le mystérieux. Oui, on pourra dire certaines choses, et certaines choses qui sont un peu plus compliquées à dire, mais bon, oui, pourquoi pas, on peut... Bon, puis on va pas non plus tomber dans l'exercice illégal de médecine, bien entendu. Ah bah, moi, je suis rien du tout, moi j'ai rien à apprendre, je vous l'ai déjà dit, je lève le voile pour vous expliquer aux gens comment ils fonctionnent, c'est tout. Alors comment je fonctionne, Bernard? Comme vous pouvez. Hein. J'ai prévu de là-haut cette vie misérable de Yann-Éric qui pose des questions idiotes. Attendez, on va voir dans quelle énergie vous mettez dans vos interviews, sur votre blog et sur tout ce que vous faites. C'est pas une vie misérable. Je crois que vous y trouvez, j'espère que vous y trouvez de quoi nourrir votre intellect et votre âme et la plénitude nécessaire à continuer cette trajectoire-là. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, il faut arrêter. Et donc, après, c'est quand les gens me demandent quel sens, qu'est-ce que ça veut dire. Le sens, il est quand vous êtes effectivement aligné, que vous avez la sensation dans ce que vous faites, que vous êtes à votre place et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et que ça irradie comme il faut autour, quoi. Mais vous vous rendez bien compte que en ce moment, dans cette société, bon nombre de personnes sont malheureux dans leur travail, sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Il faut comprendre qu'on est dans une fin de civilisation, hein, c'est la fin d'un monde, hein, je veux dire, regardez bien, ce qu'on fait de la Terre aussi, on a une grande mutation. Si vous vous intéressez aux faits scientifiques, vous voyez bien qu'il y a des grandes radiations cosmiques qui balayent la Terre en ce moment. On en prend tous plein la tête, quoi. Je veux dire, donc on est des mutants, hein, je veux dire, donc dans ce qu'on mange, dans ce qu'on vit et toutes ces choses-là. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a des vieilles conceptions qui sont en train de compliquer, comme il y a de la même manière qu'il y a des métiers qui disparaissent. On se transmute en mute. Et bien sûr, regardez, par rapport à ce qu'on mangeait il y a 20 ans, ça n'a plus rien à voir. Je suis végétarien. Ce que vous respirez, c'est pareil. Entre ce que vous respirez ici et dans une forêt à 300 km d'ici, c'est pas la même chose. Hein. Mais ça sent bon chez vous, ça sent bon quand même. Vous mettez de l'encens. Je crois que c'est cancérigène l'encens, hein, j'ai cru voir. Oui, bien sûr, non, mais c'est cancérigène, bien sûr. Mais tous les moines et tous les moines tibétains, tous les prêtres dans le monde entier sont tous très malades, bien sûr. Regardez jusqu'à quel âge ils vivent, vous verrez si c'est aussi. Mais c'est vrai, mais c'est vrai ce que vous me dites. Je regarde Jean-Paul II, il était très très malade vers la fin de sa vie quand même. Ça doit être l'encens. Non, mais c'est même pas ça, c'était les bougies en fait qui étaient très mauvaises. Oui. Bon, on va recadrer la chose. Il y a le pouvoir des formes qui nous entourent. On en avait parlé en 2 secondes. Moi, je parlais des maisons qui pouvaient guérir. Hein, l'un de vos livres, c'est pas exactement le titre. Il y a aussi les endroits qui sont maléfiques, hein, qui peuvent nous donner des maladies. Où il y a des énergies négatives. Oui, rien que les lignes à haute tension, ça y est, c'est prouvé. Il faut quand même fuir les endroits où il y a des lignes à haute tension. Qu'est-ce que c'est hérédité bientôt, le pouvoir des formes qui nous entourent? Ça a été hérédité il y a peu de temps, effectivement. C'était un ouvrage qui avait été publié il y a le siècle dernier, et je m'intéressais effectivement à l'énergie. Vous savez que tout ce qui existe, c'est des vibrations, on en avait parlé, et donc toutes les formes, tous les objets, toutes ces choses-là génèrent des vibrations, avec des courants plus ou moins négatifs, plus ou moins positifs. Vous savez, par exemple, un angle droit, il n'y a pas d'angle droit dans la nature, de manière naturelle. Et à la bissectrice de chaque angle droit, il y a une onde qui s'appelle un verre négatif, qui est très négatif en fait. Un verre négatif? Oui, tout à fait. C'est bon. Et donc du coup, il y a plein de couleurs comme ça qui ont été déterminées scientifiquement et tout, avec des charges vibratoires qui sont déjà. C'est du feng shui alors ça, non? Le feng shui, de la manière dont on parle aujourd'hui, c'est la décoration, c'est casser les angles. Voilà. Moi, je préfère parler effectivement plutôt de géobiologie, voilà. Oui. Et puis effectivement s'ancrer sur les couleurs, sur les couleurs et sur les vibrations. De toute façon, les couleurs, les sons et toutes ces choses-là, c'est toujours que des vibrations. Alors, ça veut dire quoi cette histoire d'angle? Parce que je suis désolé, moi j'ai pas mal de pièces carrées chez moi. Oui. C'est mauvais.
Je vais vous donner un exemple tout simple, tout bête. Vous avez un angle droit de 2 murs. Si vous avez une commode, si vous la placez le long du mur, d'un des 2 murs, oui. Vous mettez une plante dessus, il n'y a pas de problème. Si vous la placez en travers, oui. Entre de l'angle des 2 murs, vous mettez une plante dessus, elle va mourir. Simplement parce qu'elle se prend le courant de la bissextrice, et donc voilà, c'est pas compliqué. Vous faites l'expérience chez vous, et vous allez n'importe où, dans la rue ou dans les champs. Quand vous voyez un arbre qui est brusquement sur le bord de la route, qui est penché comme ça, c'est qu'il a évité, c'est pas parce qu'il est en train de se déraciner, la plupart du temps, simplement parce qu'il a évité un courant vibratoire, ou si vous observez l'herbe dans votre jardin, vous voyez qu'il y a des endroits où elle pousse moins bien que d'autres, et toutes ces choses-là. Et c'est parce qu'il y a des émissions vibratoires telluriques. Oui. Voilà. Bon, ça dépend aussi du passage des poules. Hein. D'accord, si vous voulez. Il y a pas mal d'interférences. D'accord. Et il faut donc pas acheter de meubles d'angle. Si, vous pouvez, ça tout dépend comment vous le mettez. Vous savez, c'est comme des histoires de fils électriques, c'est pareil. Oui. Si vous avez des fils électriques, un fil électrique, vous le touchez, vous sentez rien, mais il émet quand même des vibrations. Si vous avez le réveil, le chargeur de votre portable, la télévision, tous ces fils-là à moins de 30 cm de votre lit, où vous passez le tiers de votre vie, ça charge votre lit en permanence. Et donc, du coup, vous n'allez pas forcément être malade, mais ça va fatiguer vos organes qui pourront, du coup, prendre des choses un petit peu négatives et tout ça. Mais c'est des choses que les anciens connaissaient depuis longtemps, je veux dire. Donc il faut simplement s'intéresser. Il faut simplement, voilà, quoi. Je veux dire. Donc, vous savez, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelait La maison thérapie, en expliquant que le lieu de vie dans lequel on vit, c'est censé être un lieu de ressourcement, de paix et toutes ces choses-là. Et donc du coup, c'est un lieu où il faut enlever toutes les pollutions de tous ordres, quoi. Vibratoires, de couleurs, regardez les produits d'entretien. Tous les produits d'entretien que vous achetez, c'est du chimique en fait. Et ben si vous prenez de l'argile, avec l'argile, vous pouvez faire tous les produits, vous pouvez nettoyer tout ce que vous voulez dans une maison. Vous pouvez même enlever les odeurs avec des morceaux d'argile d'une maison. Puis du vinaigre aussi, c'est bien le vinaigre. Exactement. Donc il y a plein de choses comme ça. Et on parlait des plantes, il y a plein de plantes qui servent effectivement aussi à nettoyer, à guérir, à nourrir. Moi, je m'intéresse beaucoup. Vous savez, les anciens ont découvert plein de choses, ont appris plein de choses. On arrive, nous, là, on oublie qu'il y a un certain nombre de siècles, les Égyptiens, il y a des millénaires, avaient trouvé plein de trucs. Le monde arabe a découvert plein de choses au niveau des instruments chirurgicaux, au niveau de la médecine, au niveau... Oui, mais ils sont tous morts pour autant. Oui, mais ils ont laissé ce savoir. Ils ont laissé ce savoir-là. Je vous taquine, bien sûr. Mais oui, ils ont fait une progression pour voilà. Alors après, on peut dire, nous on arrive, on invente tout. J'ai l'impression aujourd'hui, on est les maîtres du monde, on est les maîtres de rien du tout. On est simplement les héritiers de... Oui, j'entends Lavoisier derrière, tout se transforme pour faire court. Vous savez, il y a des scientifiques quand même, c'est quand même assez incroyable. Il y a des scientifiques à la fin du 19e siècle qui avaient dit on a tout découvert. Faut arrêter de chercher, quoi. Oui, carrément. Voilà, quoi. Et alors, non seulement ils avaient oublié ce qui avait été découvert avant, mais ils décidaient qu'il n'y avait plus rien après. Je veux dire, bon... Clair. Voilà. Ça, c'était des bons scientifiques. Il y en a encore des comme ça. Bon, il y a des nouvelles générations maintenant quand même qui s'intéressent à d'autres dimensions. La science aujourd'hui, la physique quantique aujourd'hui reconnaît qu'on a les 5 sens qui sont très limités. On en a parlé. Donc à partir de là, il faut arrêter d'être narrow-minded, quoi. Narrow-minded. Ouais. C'est de l'allemand, c'est ça. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a sur votre table? Alors, il y a des rééditions parce que on a offert sur Élévation votre livre Silence. On avait fait un concours il y a de ça quelques mois, et il y avait une question de l'une des gagnantes qui se demandait comment vous faites pour écrire autant de livres en si peu de temps, parce qu'elle regardait les dates de parution, puis elle se disait, mais alors, elle a écrit pléthore, et comment il se débrouille. Et ça, finalement, c'est une bonne question. Comment vous travaillez, j'aimerais bien le savoir. Comment vous transmettez ce savoir? Est-ce que vous êtes juste un copiste qui reprend toutes les informations avec une bibliothèque immense, et puis vous faites la synthèse de certains sujets? Ou est-ce que vous êtes inspiré? J'ai ma petite réponse là-dessus, parce que dans le voyage de l'âme... Oui, on va quand même y aller un peu plus. Dans le voyage de l'âme, dans une nouvelle incarnation, à la fin du livre, on va en parler dans la deuxième partie. Il y a quand même des écrits intéressants. Tout à fait, ouais. Mais vous faites aussi beaucoup de rééditions. C'est pas moi qui fais les rééditions, c'est les éditeurs. Par exemple, j'ai une collection sur les grands courants spirituels, les grandes religions, effectivement, que j'avais créées
dans les années 90, et j'avais récupéré les droits de ces ouvrages, et là j'ai un éditeur, un de mes éditeurs d'aujourd'hui, qui a souhaité rééditer tous ces livres, donc il y a une douzaine de livres, sur tous les grands courants spirituels, sur toutes les grandes religions en fait, et ça s'appelle Les Essentiels, et c'est auprès du Châtelet, et donc du coup, bon, ça redonne vie à ces ouvrages, qui sont des ouvrages de vulgarisation sur tous ces grands courants spirituels. Judaïsme, je connais, catholicisme, je connais, islam, je connais, bouddhisme, je connais, puis après, déclinaison tantrisme, zen, oui, Ouais. et puis encore d'autres peut-être. Oui, tout à fait. Il y a la religion orthodoxe, et puis je sais plus. Il y en a une douzaine. Et donc c'est intéressant parce que ça permet. Ce sont des ouvrages qui sont un peu intemporels dans la mesure où c'était un travail qui était un travail d'explication pour le grand public, destiné au grand public, aux gens qui connaissaient pas. Mon idée avait été au départ de proposer des ouvrages vraiment pour les gens qui connaissent pas, plutôt que d'aller bêtement prendre la religion de ses parents parce qu'elle est imposée, d'aller au moins s'intéresser à d'autres courants spirituels et après pouvoir choisir. Alors, écrit par quelqu'un qui n'est pas non, mais moi je me suis servi aussi de ma trajectoire journalistique pour aller aux meilleures sources et expliquer que tous ces grands courants spirituels ont leur importance. Alors, ils ont leurs références, ils ont leurs textes, ils ont leurs dogmes, ils ont toutes ces choses-là. Moi, je porte pas de jugement, parce que, bon, c'était pas le propos. Mais après, c'est intéressant de montrer l'origine des choses, parce qu'il y a tellement de dérives après. Hein? C'est intéressant que vous le faites d'ailleurs, vous citiez vos sources. Et je cite les sources, et en plus, je mets même quand je cite des textes, je mets même des notes personnelles dans les textes pour expliquer certains mots ou des choses comme ça. Parce que moi, je suis dans une dynamique de transmission, hein, donc voilà, j'ai rien à vendre sur j'ai pas d'idéologie à vendre sur ces courants spirituels là. Non, expliquer comment transmettez la connaissance. Voilà, mais vous transmettez la connaissance à partir d'anciens livres qui transmettaient déjà la connaissance. Oui, tout à fait. Alors après, bon, j'essaie de faire un travail en plaçant la barre éthique à un certain niveau, en allant aux meilleures sources possibles et en expliquant que effectivement, dans la mesure où je suis neutre, moi, eh ben, dans certains cas, il y a eu effectivement des dérives, notamment au niveau des textes. Hein. Bon, d'accord, mais les meilleures sources, vous vous basez sur quoi pour dire que c'est les meilleures sources? Il y a des gens qui sont quand même des références mondiales, et des gens qui ont passé toute leur vie pour travailler sur ces grands sujets-là. Moi, je suis effectivement un peu éclectique, puisque j'ai abordé pas mal de sujets, mais il y a des gens qui ont travaillé sur ces textes-là. Il y a des gens qui sont des grands pratiquants, qui sont des descendants de lignées, d'une manière particulière. À qui on peut faire confiance. Exactement. Après, vous savez, on voit tout de suite et on perçoit tout de suite à qui on a affaire en fonction de leurs problèmes d'ego et de là où ils placent le pouvoir et là où ils placent leur propre image. Et donc, mais la problématique, c'est par exemple la problématique des textes. Quand on voit ce qu'on a fait avec les extraits de la Bible qu'on a pu prendre au moment de l'Inquisition, ce qui se passe aujourd'hui avec certaines sourates du Coran, c'est très facile. Très facile. Et on peut faire ça dans n'importe quel... C'est intéressant de replacer les choses au départ en disant, voilà, bon, l'origine c'est ça, après, bah, vous voyez, quoi. Il n'y a pas trop de pratique. C'est-à-dire ? Il n'y a pas trop d'expérience personnelle dans ces écrits. Non, pas forcément. Vous disiez que vous mettiez vos notes aussi. Mais... Voilà, à part par exemple, l'ouvrage sur le bouddhisme, parce que moi j'étais proche. L'ouvrage sur le bouddhisme, parce que j'étais proche des grands maîtres tibétains pendant un certain temps. Mais sinon, le reste, c'était effectivement une approche journalistique de base. Voilà, tout à fait, de base. Et ça n'a pas d'autre prétention que ça. Et d'ailleurs, j'ai refusé il y a peu de temps d'aller à un salon sur le judaïsme et des choses comme ça pour parler de mon livre, parce que je ne me reconnaissais pas la légitimité pour aller pour aller parler à ce niveau-là. C'est juste transmission du savoir avec une synthèse de votre part. Tout à fait. Est-ce qu'on peut pas se tromper quand on fait une synthèse? Je vous ai titillé, ça vous est gratté le nez sur les sources, le choix des sources. On peut se tromper lorsqu'on s'implique personnellement. Oui. Quand on s'implique pas personnellement et qu'on reste en dehors et qu'effectivement on n'a rien à vendre et qu'on n'a rien à prouver et qu'on n'a pas... Oui, mais qu'on a un livre à écrire et qui se tienne, on va prendre toujours les informations qui nous arrangent aussi, même d'une façon inconsciente, et puis rejeter certaines autres ouvrages. Qui nous arrange, je comprends pas ce que ça veut dire. Pour la tenue du livre, pour que ça se tienne. Non, mais je veux dire, qui nous arrange, ça veut dire que je voudrais mettre les choses d'une certaine manière et les orienter d'une certaine manière pour que ça corresponde à quelque chose. Même inconsciemment. Non, attendez. Tout chercheur qui cherche de l'or va
mettre de côté n'importe quoi d'autre tant qu'il n'aura pas trouvé de l'or. Et c'est peut-être dommage. Ouais, non, je crois pas. Moi, je suis totalement neutre par rapport à ça et j'ai absolument aucune problématique sur le fait d'orienter. Sur le fait d'orienter les choses. D'orientation. Non, il n'y a pas d'orientation. Alors c'est un travail. Effectivement, on m'a dit quelquefois sur certains ouvrages, pas forcément ceux-là, que je m'impliquais pas suffisamment personnellement ou des choses comme ça. Mais c'est pas mon propos. Oui. C'est pas mon propos. À part les derniers ouvrages, effectivement, où je vais plus loin parce que je parle d'expériences vraiment personnelles, pour l'âme, qui sont sur une spiritualité qui n'est pas de nature classiquement religieuse en fait. Mais sinon, pour le reste, c'est un travail, travail journalistique. Point. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Il faut le souligner. Bien sûr, oui. Et comment vous faites pour en écrire autant? C'est du boulot quand même, tout ça. Je vous ai expliqué. Moi, j'ai arrêté il y a presque 30 ans. J'ai tout arrêté pour faire que des livres. Donc à ce moment-là, j'ai du temps pour écrire. Hein. Donc c'est pas compliqué. et puis à partir du moment où j'ai un sujet qui m'intéresse, où je trouve un éditeur, ou un éditeur a envie de me proposer un sujet, eh ben, il faut investir le temps qu'il faut, et puis il faut aller, comme je vous disais tout à l'heure, aux bonnes sources, l'écriture étant la dernière partie, la partie la moins importante, c'est-à-dire le travail de préparation et de documentation est le plus important que l'écriture, en termes de temps. Et donc du coup après, ben voilà, je veux dire, donc moi je mets pas effectivement 5 ans pour écrire un livre comme les gens qui font ça toute leur vie et qui ont en plus un travail à côté où le livre c'est quelque chose d'accessoire. Moi c'est pas accessoire, ce sont des choses que je fais régulièrement. Donc à partir de là, ça pose pas de souci et c'est normal, c'est logique quelque part que j'ai beaucoup produit quoi. Mais bien sûr, et que ça continue. Vous faites beaucoup d'interviews, donc c'est normal que vous ayez beaucoup d'interviews sur votre blog quoi. Je veux dire, c'est logique, il y a une logique quelque part. Bah, finalement, oui, c'est logique. Alors, vous regardez un petit peu ma femme qui est derrière la caméra. Elle est là, elle boit nos paroles, enfin les vôtres. Hein. Bon, mais elle est très bien, ma femme. J'en profite pour la remercier. Mon épouse, devrais-je dire. C'est pas parce qu'elle est là, mais elle me suit, elle m'aide, elle me soutient. Ah là. Vous la voyez pas, mais il y a une muse derrière tous les créateurs. Voilà. Pas de problème. Et puis alors, il y a un intérêt supplémentaire à avoir la présence, qui n'est pas systématique, de Laetitia lors des enregistrements, c'est que si je la vois piquer du nez, si je vois qu'elle commence à s'endormir, c'est qu'il faut poser une autre question et qu'elle est un peu plus vite. Donc là, on va se retrouver dans la deuxième partie, puis on ira un petit peu plus vite, parce que je la voyais un petit peu quand même, elle se tient la tête là, non ça. À tout de suite.